Vous avez récemment, au mois d'octobre dernier, vous êtes l'auteur d'une publication sur l'intelligence artificielle qui a pour titre Vers une nouvelle révolution digitale. Au travers de ce document que j'ai eu le plaisir de lire et que je vous invite tous ici à lire, parce qu'on trouve facilement, je pense, sur Internet. Il est téléchargeable. Voilà. Il nous est apparu important en préambule lors de la préparation de ces deux tables rondes, il nous est apparu intéressant de définir l'intelligence artificielle. Il semble difficile de trouver une définition, proprement dit, commune aujourd'hui, à laquelle adhéreraient les experts de la discipline. Pouvez-vous nous en dire plus ? Merci beaucoup. D'abord, je voulais remercier l'université pour m'avoir invité, particulièrement M. Bidon, qui était à, je ne sais pas où il est, qui était, je crois que, l'ouvrage pour tout ce qui était logistique. Alors, une intelligence artificielle, la définir, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a autant de définitions que de personnes. Alors, j'en donnais deux. J'en donnais une un peu longue, un peu intellectuelle, un peu fastidieuse, et puis une très courte. La longue, ça serait de dire, c'est un ensemble de techniques. Cette intelligence artificielle, c'est pas simplement un programmateur ou quelqu'un qui fait des algorithmes. L'intelligence artificielle, elle va venir intéresser beaucoup de domaines. Et généralement, ces algorithmes, il faut qu'ils soient traités avec des spécialistes. Ça peut être des spécialistes de la psychologie, ça peut être des spécialistes du management, ça peut être des spécialistes de la logistique, par exemple, si vous voulez faire quelque chose qui soit appliqué, des linguistes, des mathématiciens, etc. etc. C'est pas simplement quelqu'un qui fait un algorithme dans son coin, parce que cet algorithme va s'appliquer à un domaine particulier. Donc c'est un ensemble de techniques qui servent à organiser la matière. Donc on est bien dans quelque chose de matérialiste. On peut commencer à imaginer une intelligence artificielle qui aura des consciences, etc. On n'est pas du tout là. Pas du tout là. Donc on est bien dans quelque chose qui est de la matière. On va organiser les électrons pour qu'ils fassent quelque chose de particulier. Tout ça est des tâches cognitives. C'est cognitif, d'où le terme intelligence. Alors, on va simplement faire des tâches cognitives. Les tâches cognitives, il peut y en avoir beaucoup. Ça peut être quelque chose d'assez simple. Trouver un chemin meilleur qu'un autre. Il n'y a pas forcément besoin d'une intelligence très développée. Ça peut être d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a une distinction qui est faite aujourd'hui entre l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle faible, qu'est-ce que c'est ? C'est celle qui existe aujourd'hui, qui est capable de faire des tâches très, très, très spécifiques, dans un domaine très, très, très particulier. L'intelligence forte, c'est quelque chose, c'est une promesse que vous trouvez par exemple dans de nombreux livres de science-fiction, en tout cas beaucoup de chercheurs cherchent à développer. Ça serait quelque chose d'intelligence un petit peu plus globale, qui ressemblera un peu plus à la nôtre et qui serait capable de prendre en compte beaucoup de choses. Donc je dis un ensemble de techniques visant à organiser la matière, à accomplir des tâches cognitives, et pas forcément à la manière dont nous les hommes le faisons. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, il y a une école connextionniste, on parle de réseau de neurones, on cherche un petit peu à répliquer ce qu'est le cerveau. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. C'est comme un avion, si vous voulez, on a voulu voler, on s'est dit tiens, on va imiter les oiseaux. Hitler a essayé, ça n'a pas bien fonctionné, en tout cas pas assez longtemps pour que ça soit efficace. Donc on a créé des réacteurs, on a créé des nouvelles formes d'ailes, etc. Peut-être que l'intelligence artificielle nous sort de cette manière plus tard. Ça c'est la définition un petit peu longue. Puis il y a une définition qui est beaucoup plus simple en fait. C'est l'intelligence artificielle, c'est les algorithmes de demain. Avec tout simplement l'idée aussi parfois, c'est qu'un algorithme c'est bête, c'est très bête. Ça fait une tâche, ça fait ce qu'on dit de faire, il n'y a plus d'intelligence derrière, c'est que c'est des chiffres qui continuent à se répéter. Donc vous avez un petit peu cette ambivalence dans l'intelligence artificielle, avec des gens qui disent effectivement on peut faire des choses cognitives, en effet, c'est assez impressionnant. En même temps, ça reste quand même des algorithmes, donc quelque chose d'assez mathématique, assez simple en tout cas, où on ne voit pas, ou en tout cas où la forme d'intelligence, sinon dans celui qui l'a produit. Merci à vous pour ces deux définitions. Effectivement, la deuxième était très brève. Alors, on se disait également que peut-être il serait intéressant, souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, beaucoup reviennent aux années 50. Alors, très très brièvement, on va commencer par l'année 50 parce qu'on a bien parlé d'Alan Turing, mais très vite, on va arriver à ces 10 dernières années, parce que c'est là qu'effectivement, on a les percées technologiques et ce qui va nous amener après à aller plus loin, parler du big data et faire intervenir aussi ces messieurs. Alors, une petite histoire de l'intelligence artificielle, effectivement, les années 50, donc Turing, qui est le premier à poser dans un article ce que les machines peuvent penser. Il pense que oui, sous certaines conditions. Le vrai coup de départ, en fait, c'est 1956. Il y a un séminaire au Dartmouth College avec plusieurs chercheurs, le plus emblématique est McCarthy, qui a commencé à développer. Alors, on va aller très vite, il y a plusieurs étapes, il y a des hivers dans l'intelligence artificielle, c'est scandé par différents événements. Vous
Vous avez tous vu 2000 Odyssée de l'espace, avec le fameux ordinateur HAL. Donc on était en pleine croyance justement que l'intelligence artificielle allait se développer. Ça n'a pas bien fonctionné, comme dans le film d'ailleurs. En hiver, dans les années 80, un nouvel espoir pour l'investissement. Puis là, il y a un gars qui s'appelle Steve Jobs, qui arrive avec un petit ordinateur portable pour faire des choses extraordinaires. On se dit, bon, on ferme la clé. Dans les années 90, on recommence un programme, le meilleur joueur d'échecs du monde. On commence à lire l'échec, etc. Mais c'est surtout au début des années 2010, effectivement, où il y a une percée qui se fait, notamment avec tout ce qui est reconnaissance d'image. Vous avez un concours qui a lieu aux États-Unis annuellement. Pour la première fois, les algorithmes reconnaissent les images avec une fiabilité impressionnante par rapport à ce qui se faisait d'abord. Et là, le coup est parti. Le coup est parti sur lequel on continue. Le coup est parti, je ne sais pas si on a le temps, mais en fait, c'est parce qu'il y a une technique qui a été développée déjà dans les années 50 et qui va exploser. C'est la connexionnisme, ce sont les réseaux neuronaux, etc. Alors justement, oui, parce que je pense que c'est important. En fait, il y a deux grandes écoles, pour faire très simple. C'est une première école, c'est la force brute. Force brute, qu'est-ce que c'est? C'est pas compliqué, c'est ce que vous aviez fait à l'école avec les armes. C'est partir de oui, non, vous avez une situation, oui, non, etc. C'est par exemple ce qui est développé par IBM pour battre Kasparov, champion d'échecs. Qu'est-ce qui se passe? Vous jouez aux échecs, 8 cases, enfin 8 rangées, 8 colonnes, 64 cases, 10 puissance 128 possibilités de jeu. Ça, la machine à l'époque, elle arrive à les calculer. Elle fait 5 à 10 milliards de calculs en 2-3 minutes. Et donc, elle est en train de voir, si je suis là, alors j'ai toutes ces possibilités, finalement, celle-là est la meilleure, donc je vais choisir celle-là. Kasparov est battu, il devient fou. Aujourd'hui, quand on l'interviewait, il est beaucoup plus calme, ça va mieux. Enfin, on voit qu'il y a du temps à l'accepter. Et voilà, la machine est capable de le faire. Et vous comprenez bien que dans la vie, c'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire les problèmes logiques sont parfois beaucoup plus complexes. Donc on a développé, il y a une autre, moi j'ai pas fait grand-chose, mais les ingénieurs ont développé d'autres techniques, qui est l'école connexionniste, on va dire pour faire très très simple, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu au fonctionnement du cerveau. Pour faire très simple, vous avez une image, et vous avez des pixels. Donc. Ce que va faire la machine, elle va associer des valeurs à ces pixels. Ça va former ce qu'on appelle un vecteur. Et puis elle va mettre des poids à chacun de ces chiffres. Vous savez, ces fameux barissants, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça à l'école. Et puis on va faire varier un petit peu toutes ces valeurs en fonction, pour arriver finalement à quelque chose de très bon. On peut faire, alors donc c'est une première couche. On peut faire de différentes couches, ça permet de complexifier, d'avoir des formes simples, de plus en plus, d'avoir voir les grandes, par exemple le visage de grande face, après on peut aller dans les détails, etc. Et ça marche bien, parce que la machine, par différents mécanismes, est capable aussi de se corriger. Aujourd'hui, on a 3 méthodes dans cette école. C'est tout ce qui est apprentissage supervisé. C'est-à-dire que vous mettez en fait des données dans la machine qui va apprendre. Donc, plus elle va avoir de données, plus elle va pouvoir corriger ces différents paramètres que j'utilise. Et ça fonctionne bien. C'est l'homme qui l'amène. Vous avez une autre manière qui est l'apprentissage, on va dire, renforcé. C'est-à-dire, en fait, par exemple, une machine est capable de jouer à un jeu vidéo. Et elle va trouver elle-même les meilleurs moyens à partir d'une récompense qu'on va lui donner. Si tu gagnes, ça correspondra à une certaine récompense pour elle. Elle va donc chercher ses meilleures manières de procéder. Puis vous avez l'apprentissage non supervisé. Cette fois, c'est la machine qui, d'elle-même, va chercher à trouver. Par exemple, on en parlera peut-être, vous avez un logiciel, un algorithme qui a permis de battre le meilleur champion du monde de Go. Oui, on y reviendra justement. Donc, il y a eu un logiciel, et un autre logiciel s'est greffé dessus, qui a pris face à ce logiciel, et on va dire, évidemment, l'homme est au début, mais si vous voulez, son intervention dans le processus est assez limitée. Voilà, aujourd'hui on utilise la force brute, et on va dire tout ce qui est un petit peu apprentissage profond en même temps, ça permet d'avoir un résultat comme connaissance. Très bien, merci. Alors, toute dernière question, avant de passer le micro à Nicolas Hernandez. Donc, détecter et traiter les données, c'est aujourd'hui devenu évidemment une étape pour pouvoir arriver à ces champs, et c'est notamment un des champs de l'intelligence artificielle qui s'impose de plus en plus. Oui, détecter, traiter les données. Donc, on disait la première oratrice, effectivement, on a de plus en plus de données. Il faut savoir qu'en 2015, sur Internet, l'équivalent des données pourrait remplir 500 millions de bibliothèques nationales de France. En 2015, simplement. L'ensemble de 500 millions de BNF. Bon, il faut donner un petit peu d'ordre, un petit peu de sens à tout ça. Effectivement, l'intelligence artificielle permet de le faire. Ça a des applications, alors moi, mon tropisme est plutôt militaire, par mes origines et par mes intérêts. Et il y a quelque chose qui est en train de se développer. Par exemple, les Américains ont développé le projet Maven. Qu'est-ce que c'est le projet Maven?
Vous regardez, vous savez que les Américains ont des capteurs partout, par exemple au Moyen-Orient, etc., pour surveiller un peu ce qui se passe sur le champ de bataille ou ailleurs. Le problème, c'est qu'il y a trop de données. Beaucoup trop de données. Ils se sont aperçus, par exemple, que si chaque opérateur devait traiter le nombre de données qui lui revenaient, ça reviendrait à ce qu'il regarde la moitié de saison de NFL à lui tout seul. C'est tout simplement pour extraire quelques données. Alors bon, je ne sais pas si vous regardez le football américain, déjà sans les pubs, enfin avec les pubs c'est terrible, sans les pubs c'est un peu difficile. Alors, si après il faut commencer à regarder par exemple, toute cette saison de NFL, quand est-ce qu'un quarterback noir a lancé la balle à droite, a été reçu par un gars dont le numéro est perd derrière sans qu'un gars blanc arrive. Ça devient compliqué. Si j'y arrive pendant un match, j'y arrive pendant 2 matchs, après à un moment ça va plus. Donc vous laissez faire les machines faire ça. Les machines le font très bien. Ça leur permet de suivre des individus. Ça leur permet de suivre, par exemple, des voitures. C'est qu'il y a un problème. On va regarder où elles se garer. Si elles se garent là, ça dépend de l'intérieur, on va pouvoir mettre d'autres capteurs, etc. Et là, vous voyez qu'il y a une espèce de casquette qui se déroule, qui leur permet aujourd'hui de faire ça. Donc détecter, oui, traiter, effectivement, on peut faire un tas de choses, tout ce qui est effectivement facial, etc. Et là, quelque chose d'extraordinaire en train de se produire. Alors, il faut bien comprendre d'un point de vue militaire, par exemple, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une arme. C'est un petit peu comparable, si vous voulez, à l'électricité de la motorisation. D'un coup, vous avez quelque chose dans une matière, vous avez quelque chose qui vous appartient et qui est innervé par cette intelligence artificielle. Et c'est à vous, à partir de vos connaissances, etc., de réfléchir à la manière dont vous pouvez l'utiliser justement pour augmenter, multiplier toutes vos capacités. Merci beaucoup Jean-Christophe Noël. Alors je me tourne vers vous, Nicolas Hernandez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes CEO d'Aleph Networks, qui est une société proposant des solutions pour surveiller les zones peu connues, mal connues. C'est notamment le dark et le deep web. Donc Aleph Networks a développé, entre autres, une technologie permettant d'indexer massivement ces données, justement. Votre savoir-faire comprend rapidement l'environnement d'une entreprise pour mieux la protéger. Bonjour, merci. Oui, en fait, nous intervenons sur un processus assez simple, comme l'a décrit Alain Juillet. On répond à une problématique simple, c'est qu'aujourd'hui, l'exploitation d'une masse de données importante demande trois phases. La première, c'est la collecte. Il faut identifier ces données, qu'elles soient sur Internet ou ailleurs. On raisonne en capteur dans le monde militaire, mais dans le monde de l'intelligence économique, ça va déjà être Internet. C'est déjà le premier sujet. Donc déjà, c'est collecter un maximum de données au sens large du terme, sans potentiellement présumer du contenu. Donc ça, c'est un enjeu sur le web, mais c'est aussi un enjeu c'est un enjeu qui est géré par Google sur une partie du web qu'on appelle le clear web, qui est relativement réduit. Ça implique quelques biais dont on parlera peut-être sur la notion de souveraineté. La partie deep web, sa particularité, c'est qu'elle est tellement grande que ne serait-ce que la collecte de l'ensemble des données n'est techniquement aujourd'hui pas envisageable, du fait de la masse et de la volatilité des données qui sont dans cette zone-là. Et le dark web est une zone plus petite, donc là on a un autre problème, c'est la volatilité des données et le fait qu'une donnée elle soit présente peu de temps, puis qu'elle réapparaisse et qu'elle ne soit plus là. Donc il y a un premier enjeu ici, technologique, c'est gérer ces problématiques. Donc, la première, c'est le sourcing, c'est de trouver les bonnes sources au sein de cette zone-là, les bonnes sources d'information, et être capable de savoir cette source, quel est son rôle au sein des autres sources. Donc là, c'est de comprendre le circuit de l'information et potentiellement identifier des biais ou des vecteurs contradictoires sur un circuit d'information. La seconde, alors je parle d'information, c'est une erreur, on parle de données dans un premier temps. La seconde, c'est traiter sa donnée en fonction de besoins, c'est-à-dire être capable de la pré-traiter, de la manipuler pour identifier des formes particulières qui vont intéresser la personne qui pose des questions à ces données. Et puis la troisième, c'est la représentation. C'est là où on parle plus facilement d'information chez nous. C'est exactement ce que disait Alain Juillet, c'est que même une fois qu'on a collecté les données, qu'on les a traitées, c'est mettre en évidence dans cette masse de données des choses qui sont potentiellement de l'ordre de l'intuitif. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier les trous, les rebonds, les choses, quand on va les présenter à l'analyste, qui vont l'interroger. On ne va pas apporter des réponses, on va apporter des questions. Et pourquoi ça sort du lot? Et c'est vraiment cette démarche-là. Contrairement à Google, on ne va surtout pas apporter des réponses. C'est à l'analyste au final, on lui a présenté un élément qui ne semble pas normal à la machine, et donc c'est à lui de se poser la question pourquoi. Et c'est lui qui va apporter l'information. Nous, on n'apporte que des données.
et on va multiplier les regards. Et c'est là où on a besoin d'être plusieurs. Il faut manipuler les données de différentes façons, aux différents types d'algorithmes. C'est pour ça qu'on est agnostique en termes de méthodes d'intelligence artificielle. On utilise autant des méthodes que des années 50, qu'on construit on fait partie des gens qui participent à la construction d'algorithmes de demain, à notre niveau, mais on essaie de tendre vers la nouveauté et de prendre la caisse de jouets et de ranger les jouets différemment, de la secouer pour faire émerger le fameux petit jouet qui va nous aider à tout faire. Donc voilà comment on se positionne dans cette chaîne de traitement. Alors on est plutôt issu du monde de la défense, parce que c'est naturel, c'est eux qui nous ont tendu la main en premier. On s'est rendu compte assez rapidement que les méthodologies de renseignement étaient très très proches, pour ne pas dire similaires, à ce qu'on pourrait faire dans le monde de l'intelligence économique, tout en respectant le côté Hyde et Jekyll. Donc il y a des positionnements éthiques à assumer, il y a de la compréhension à avoir. Mais nous nous situons sur cette démarche-là. Nous utilisons vraiment l'intelligence artificielle, pas pour répondre à des questions, mais pour offrir un regard différent à la personne qui regarde la donnée. Très bien, merci beaucoup. Alors, on reviendra, vous avez évoqué très rapidement la souveraineté numérique, on va y revenir. Avant ceci, je sais que vous souhaitiez également vous exprimer, Dominique Sussot, donc vous représentez aujourd'hui la société XO, société créée en 2002 qui accompagne ses clients dans la gestion de connaissances et l'intelligence économique. Les mots d'ordre sont prévision, anticipation, et je sais que vous souhaitiez intervenir également, puisque c'est votre cœur de métier, c'est la structuration automatique des données. Oui, merci. Oui, tout à fait. Alors, je ne pensais pas intervenir tout de suite, donc j'étais relativement détendu, mais... Voilà. C'est justement pour vous réveiller. Voilà, oui, nous, on a une logique effectivement d'exploration du web pour identifier et collecter de l'information pertinente sur tout un ensemble de sujets. Donc il y a une petite partie d'intelligence artificielle à ce niveau-là, puisque notre outil fait son propre parcours sur le web pour trouver de l'information qui serait peut-être difficilement trouvable autrement. Donc nous, notre terrain de jeu, c'est le web visible et le web profond, le deep web. On ne va pas sur le dark web, on laisse ça à nos amis de Aleph Network. Par contre, notre gros challenge est là où on pense qu'effectivement l'intelligence artificielle va apporter un gros plus, c'est dans la structuration de l'information. Alors je vais repartir un petit peu sur l'exemple qui a été effleuré tout à l'heure des algorithmes de jeux de Go. Il y a effectivement, c'est Alphabet, la société mère de Google, qui a sorti un algorithme qui s'appelle AlphaGo, si je me souviens bien, qui a été entraîné en lui fournissant des téraoctets et des téraoctets de données sur les parties de Go qui ont été jouées par le passé. Cette machine a été entraînée à partir de ça, et puis ils l'ont fait jouer contre le meilleur joueur de Go du monde, et la machine a gagné par 3 parties à 0. Et puis quelques mois plus tard, vraiment très peu de temps plus tard, ils ont sorti un autre algorithme à qui on a donné très exactement 0 données. Ils lui ont juste donné les règles du jeu de Go, ils ont dit à la machine, joue contre toi-même et apprends toute seule comment on gagne au jeu de Go. Et donc cette machine qui s'appelle AlphaGo 0 a joué contre son grand frère, AlphaGo, et elle a gagné 100 parties à 0. Donc ça c'est exactement pour nous le challenge qui se pose pour les données qui vont être collectées pour l'intelligence économique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent très très bien actuellement, vous en parliez aussi, c'est de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on fait du traitement automatique du langage sur des documents qui sont récupérés, parce qu'au final c'est ça, c'est traiter automatiquement des documents qui contiennent du texte pour en sortir de la connaissance. Et la machine, eh bien, on l'a entraînée, on a construit un modèle d'apprentissage sur un certain domaine avec un certain type de vocabulaire pour que la machine soit capable, après avoir été entraînée, d'aller identifier des sociétés, des personnes, des relations entre ces sociétés et ces personnes, des technologies. Le problème, c'est que ça nécessite de l'apprentissage. Et donc, si je travaille dans l'automobile, je vais travailler avec un modèle. Si je travaille dans l'électronique, avec un autre modèle. Si je travaille sur des données de type scientifique, ce sera un modèle spécialisé. Des données presse, un autre modèle. Voilà, c'est très limité. Donc, pour nous, le vrai challenge de l'intelligence artificielle, ça va être d'avoir un AlphaGo 0 qui va être capable de prendre un texte exprimé de n'importe quelle manière,
sur n'importe quel sujet et qui va être capable automatiquement, et là on parle de science-fiction, il y a des travaux qui existent sur ce sujet-là mais qui ne sont pas encore aboutis, de déterminer derrière ce texte, ok, ce que ça représente, c'est du domaine de l'éducation, par exemple, et puis ça parle de concepts que je ne connaissais pas auparavant, qui sont des concepts de matière, de cours, de classe, etc., etc. Et puis d'aller remplir cette structure avec l'information qui a été trouvée dans le texte. Et là, on aura véritablement, on va dire, la possibilité de collecter massivement de l'information sur tout sujet, pour que la machine derrière mette une structuration sur cette information et que cette information soit disponible et accessible à un expert. Parce qu'effectivement, c'est l'expert qui va faire le travail derrière, il aura les informations à sa disposition, mais il pourra derrière travailler sur des données qui ont été préstructurées et qui vont être analysables et exploitables facilement. Merci. Alors, justement, et quid de la souveraineté? Alors, oui, on peut. Il y a un double discours. C'est qu'on attend beaucoup de l'intelligence artificielle. On en parle, c'est assez magique. On passe d'une intelligence artificielle qui gère un jeu d'échecs avec une puissance de calcul suffisante pour estimer toutes les possibilités. On est obligé de travailler sur un jeu qui est plus complexe, c'est-à-dire que le jeu de Go aujourd'hui, calculer toute la combinatoire, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas l'approche des IA qui travaillent sur ces sujets. Donc on voit bien qu'il y a différentes catégories, mais même ces IA très très puissantes qui apprennent toutes seules, elles restent très spécialisées. C'est-à-dire une IA très très spécialisée, vous la changez de contexte, il faut qu'elle réapprenne tout. Donc c'est pas aussi magique. La peur qui est associée à l'intelligence artificielle, elle est aussi associée à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est cette IA qui fait tout. Mais on en est très très loin. Je vous prends un exemple simple. L'IA la plus puissante de ce type-là, qu'on a la plus proche de nous, c'est le Google Home. C'est censé être la plus puissante. Perso. Faites des essais simples. Hein. Ceux qui ont essayé, c'est mon cas, Google Home, on déchante très très vite. J'ai un exemple très très simple. Demandez-lui de lancer un morceau avec un titre en allemand. J'ai essayé dans tous les sens, j'ai essayé de le faire dire par un Allemand, la phrase en allemand, ça ne marche pas. Donc on en est vraiment aux prémices et on projette, on idéologise. C'est très bien, il faut se projeter, mais après il faut revenir à l'état, à un certain pragmatisme et se rendre compte qu'en fait, l'intelligence artificielle, il y en a plein de types, qu'elle existe depuis très longtemps. La SNCF l'utilise pour gérer ses trajets de train, ses aiguillages. Ça ne nous touchait pas. La problématique, c'est que à mon avis, c'est que dès qu'on a commencé à toucher au visage, il y a un enjeu philosophique qui se met en œuvre. C'est-à-dire que notre visage, c'est notre identité. Et là, on a commencé à toucher à... Et ça correspond exactement à ce que vous disiez, c'est la bascule technologique qui a permis de traiter ces images-là. Et c'est là où on a eu besoin, entre autres, des premières méthodes de calcul basées sur d'autres technologies. Concernant la souveraineté, je vais pas vous faire de débat théorique parce que moi-même j'ai du mal à les comprendre, je vais prendre des cas concrets. L'enjeu de souveraineté, il est à différents niveaux. Il est pour la défense, s'il y a un risque d'espionnage qui est plus fort que nous personnellement, ce sont des cibles, les États sont des cibles de toute façon de renseignement, donc chacun cherche à espionner l'autre et à cacher ses données. Donc il est important de garder chez soi les données qu'on souhaite protéger. Si une donnée a de la valeur, on les garde sous le lit, on les met sous l'oreiller, mais je ne vais pas le mettre sous le lit du voisin, surtout si c'est un État ennemi. Si c'est un allié, on peut se poser la question, mais maintenant, en termes de renseignement, il n'y a plus d'alliés, il n'y a plus d'ennemis, tout est écrit, on cherche des renseignements sur tout le monde. Pour nous, personnellement, ce n'est pas tout à fait le même enjeu. L'enjeu, il va peut-être être business, c'est peut-être un enjeu pour l'État que nos données restent en France. Donc il faut bien raisonner, c'est ce que disait Alain Juillet, il faut s'adapter au monde qui avance, il faut simplement se poser des questions et construire des réflexes. L'enjeu de souveraineté, la problématique, c'est qu'il va de l'humain, alors qui je recrute, est-ce que je fais travailler un Chinois dans mon centre de recherche, il est au niveau logiciel, c'est-à-dire quand je déploie un logiciel étranger en France, et s'il n'y a pas des données qui transitent de la France à ce pays-là, pour une raison d'espionnage industriel ou étatique,
Les deux peuvent se mêler selon les pays, particulièrement Israël et États-Unis. Mais il y a encore plus complexe, ce sont les composants électroniques. Aujourd'hui, on a des composants électroniques fabriqués par la Chine sur nos téléphones qui sont nos principaux outils de communication. Et là, l'enjeu est beaucoup plus complexe. C'est qu'aujourd'hui, si vous regardez quel État est capable de produire des smartphones, et ben, en Europe, ça va être compliqué, en l'état. Donc il y a des enjeux de souveraineté nationale, des enjeux de souveraineté européenne, et selon si on se positionne au niveau de la défense ou de la personne, ce ne sont pas exactement les mêmes. Après, je voudrais rebondir sur une remarque d'Alain Juliet sur l'apprentissage. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc il faut accepter effectivement cette marée qui arrive et gérer les risques, prévoir les contre-mesures. Donc la souveraineté au sens strict du terme sur l'ensemble de ce qui traite de l'information, aujourd'hui je ne vois pas comment c'est possible. Et c'est un grand sujet de débat, c'est bien gentil de parler de souveraineté, mais si on n'a pas ce qu'il faut, on fait quoi? Donc ça reste un enjeu, mais pour nous, l'apprentissage et la compréhension de ce qui se passe, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire, nous, pour les enfants, on va jusqu'à travailler sur de l'éducation au sein des lycées pour essayer d'expliquer, comme dans le milieu de la défense, l'information, on peut ne pas la maîtriser, on peut la maîtriser, l'information qui vient de nous, on peut la laisser filer, on peut la maîtriser, mais on peut aussi l'utiliser. Et c'est le passage à ce paradigme, c'est maîtriser l'information, maîtriser l'image que je donne à mes propres fins. C'est là où ça s'appelle de la contre-information, mais c'est là où il y a une prise de conscience. Plutôt qu'exposer ma vie privée de manière passive, je peux peut-être exposer une vie privée hypothétique de manière active. Et peut-être que nos enfants auront à se protéger, à rentrer dans cette culture-là. Je dis bien peut-être, parce que je n'ai pas la solution. Mais en tout cas, il va falloir que nos enfants apprennent il faut qu'ils soient meilleurs que nous sur ce sujet, en tout cas. Alors, on l'a vu, effectivement, une question d'adaptation, comme disait Alain Juliet préalablement, et puis, effectivement, une vraie adaptation et une vraie éducation. Concernant cette protection des données qu'on vient d'aborder, Dominique, est-ce que ne passe-t-elle pas aussi par la veille? Alors, oui, tout à fait. On a un certain nombre, on va dire, de clients qui ont cette préoccupation à l'esprit en utilisant nos outils et d'autres outils, bien sûr. Alors, nos outils, dans ce contexte-là, sont utilisés principalement pour détecter des fuites d'informations. Voilà, effectivement, demander à la technologie d'aller chercher dans toutes les zones exploitables et atteignables du web. Alors je ne parle pas vraiment d'image, je parle plutôt effectivement de documentation interne à l'entreprise qu'on va trouver sur le web et qui ne devrait pas être sur le web. Typiquement, j'ai un petit exemple un peu rigolo à ce sujet-là. On nous avait demandé en fait d'essayer de détecter des fuites d'informations sur les procédures et dispositifs de sécurité d'un site sensible français qui se situait outre-mer. Et donc on avait lancé cette recherche, donc l'outil nous avait ramené un certain nombre d'informations sur une description plus ou moins générale des procédures de sécurité. Voilà. Et par contre, le document le plus précis à ce sujet-là, qui était vraiment très très précis, qui décrivait le nombre d'équipes cynophiles qui patrouillaient la zone, quelles étaient leurs heures d'intervention, etc. Il avait été trouvé en fait sur une page qui était issue alors que je ne dis pas de bêtises, du cercle nautique d'une station balnéaire française. Alors strictement rien à voir avec le sujet. Et quand on allait sur le site, et qu'on fouillait le site, qu'on essayait de cliquer partout sur tous les liens du site, on n'arrivait jamais à cette page. Cette page était hébergée quelque part sur le site, et par contre elle n'était pas accessible, elle servait de lieu de stockage. Donc on avait donné cette information, je ne sais pas ce qui en a été fait, c'était pas notre boulot, mais voilà, on avait remonté cette information-là. Donc voilà, la veille, c'est-à-dire chercher sur Internet où est-ce qu'on parle de ce sujet-là qui ne devrait pas être abordé, c'est un gros sujet. Et puis il y a bien sûr le sujet de la cybersécurité aussi, protéger les systèmes internes contre toute tentative d'intrusion. Et là-dessus, il y a un projet qui se passe actuellement, qui est quasiment opérationnel à l'INRIA,
et qui mêle vraiment intelligence artificielle et big data, parce que vraiment l'un ne va pas sans l'autre dans nos métiers, on a besoin d'une masse de données. Et en fait, ils essayent de prédire une sorte de météo des cyberattaques sur le web. Donc pour ça, ils utilisent des données qui viennent de machines qui scannent en permanence le trafic sur Internet et qui essayent de détecter effectivement des échanges d'informations inhabituels pour détecter ça. Mais ils ne font pas que ça, parce que ça existe déjà. Ils croisent ça avec des flux qui viennent des réseaux sociaux comme Twitter pour effectivement faire de l'analyse de sentiments et de l'analyse du discours, savoir s'il y a des gens qui commencent à parler d'attaques informatiques. Et ils croisent ça avec aussi une autre source de données qui est effectivement l'actualité, on va dire, géopolitique du moment. C'est-à-dire que si on est dans une période où on commence à parler beaucoup d'un événement comme les Jeux Olympiques, comme le G20, comme des choses comme ça, eh ben, ils considèrent ça comme un facteur qui va déterminer, de donner un sens particulier, une tonalité particulière à une augmentation du trafic technique sur Internet. Donc on a vraiment un croisement d'une masse de données hétérogènes, donc voilà, les big data, avec des algorithmes qui vont permettre de déduire les choses, l'intelligence artificielle, et voilà, c'est vraiment là que se situent les progrès qui vont venir. Très bien, alors justement, vous parlez de cette masse de données. Vous proposez, vous, au sein de votre société, une automatisation de l'exploration et de la recherche d'informations via une solution. Tout à fait, tout à fait. Que vous nous parliez de cette solution plus particulièrement. D'accord, très bien. Alors notre solution, en fait, est une solution notre innovation, puisque innovation il y a, on a été jeune entreprise innovante, a été de reproduire le comportement d'un être humain qui surfe sur le web pour trouver de l'information. C'est-à-dire que quand vous cherchez de l'information, vous allez aller dans Google, forcément, vous allez aller dans d'autres moteurs de recherche, vous allez aller dans des bases de données que vous connaissez, vous allez aller sur des sites que vous connaissez, et puis vous allez taper des requêtes éventuellement, et puis analyser des listes de résultats, et puis dans ces listes de résultats que vous allez parcourir, vous allez trouver des liens vers d'autres sources d'informations que vous ne connaissiez pas forcément, donc que vous allez suivre. Et puis vous allez de nouveau analyser en deuxième niveau ce que vous avez trouvé comme information, et ainsi de suite. Étant un être humain, vous avez une capacité limitée effectivement pour faire ça. Nous, on a reproduit ce comportement au niveau de la machine, ce qui fait qu'on est capable d'analyser comme ça des centaines de milliers, voire des millions de liens par heure, pour aller trouver sur le web, y compris le web profond, puisqu'on est capable d'interroger des bases de données du web profond, de l'information pertinente sur le sujet. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait plutôt bien. Notre gros challenge, effectivement, c'est toute cette masse d'informations. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'analyse? Comment je lui donne du sens? Comment je lui donne de la structure? Donc voilà, c'est nos travaux actuels qui sont principalement du domaine de l'intelligence artificielle, qui sont de donner de la structure à cette information pour qu'un analyste, quand on a ramené 1500 ou 2000 documents, c'est pas la peine d'en ramener plus sur des sujets un peu pointus, même 1500 ou 2000, c'est impossible à analyser comme ça. Et ben voilà comment on peut donner les outils à l'analyste humain pour en sortir effectivement la connaissance et arriver à faire son travail et arriver à prédire un petit peu, effectivement, à comprendre le contexte et potentiellement à prédire ce qui va se passer par la suite. Alors, prédictif, on va y venir. Peut-on parler aussi de profilage numérique et comportemental? Alors, ça, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas. Alors, je passerai peut-être la parole effectivement à Nicolas derrière. Nous, on est agnostique de ce point de vue-là. On ne fait pas de profilage, c'est-à-dire qu'on se base exclusivement, on va dire, sur le sens, on va dire, de la requête de l'utilisateur et le sens qui est exprimé dans le contenu documentaire que l'on ressort. C'est-à-dire qu'on n'a pas de notion de contenu favori ou de contenu à privilégier par rapport à un autre. C'est purement et simplement du sens exprimé par rapport au sens qu'on a compris de la question qui a été posée. Je peux peut-être laisser Nicolas répondre sur ces aspects de profilage. Avec plaisir. La parole à Nicolas. Merci. Vous avez remarqué, on a une partie commune. On aborde beaucoup de données issues du web et on n'a pas du tout la même approche. Pourtant, on arrive à être à côté, on discute, on s'entend bien. Parce qu'on est tous les deux convaincus que l'enjeu sur ces zones qu'on ne peut pas appréhender dans leur ensemble, c'est la diversité des approches. Et il faut qu'on garde ça. Si on commence à laisser un gros, je parle des gros parce qu'on est petit, dire c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on appréhende les données qui donnent une méthode, c'est bon, on sera mauvais. Et on en est, donc c'est pour ça qu'on
On a créé le cluster Data Intelligence au J4, donc une vingtaine, 25 je crois, sociétés. Il y a les gros, mais les petites sociétés sont majoritaires, la plupart font de l'IA. Vous avez vu qu'on peut en faire sur plein de silos. Donc il y en a qui travaillent sur le traitement d'image, mais aussi sur l'approche comportementale. C'est-à-dire que pour répondre à votre question, chose que nous ne faisons pas parce qu'ils le font, c'est de détecter un mensonge sur une vidéo. C'est génial. Ce qui est encore plus génial, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que même un agent de renseignement formé, passé sur cette brique applicative, il se fait griller. Ils vont travailler sur tous les signaux non maîtrisés du visage pour détecter le mensonge. Et bon, il faut de la vidéo de qualité, donc il y a des contraintes. C'est là où on va revenir sur le prédictif. C'est que là, on arrive à travailler sur des silos très précis, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour faire un tout petit truc qui est très puissant. Mais il faut de la super qualité, il faut que la personne soit de face. Si elle a une barbe un peu trop fournie, ça ne marche pas. Et à chaque fois, ça va être un travail spécifique pour affiner. C'est pour vous montrer l'effort qui est à faire pour juste une chose. Pour les aspects comportementaux, on s'en méfie beaucoup, mais surtout on se rapproche des sciences humaines, parce que ce qu'on cherche à faire, déjà, c'est comprendre. Comprendre un comportement, on a ce qu'on appelle une trajectoire, c'est-à-dire d'où on vient et où on va, et essayer de comprendre pourquoi. Donc là, on s'appuie beaucoup sur les sciences humaines et on applique des théories des sciences humaines, mais avec beaucoup de distance. Et c'est encore à l'état de recherche. C'est-à-dire qu'on ne va pas présumer d'un état, on va dire cette personne est dans une situation où elle a un risque de basculer. Je vous prends un cas dans le djihadisme. La personne a vécu des bombardements dans son pays, elle s'est fait expatrier, sa famille s'est fait tuer par un bombardement américain, elle arrive en France, elle part en prison. Et ça, on va essayer de dessiner une trajectoire et d'identifier toutes ces personnes qui prennent ces trajectoires et d'associer un risque de bascule. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas un PDG du CAC 40 qui se met à poser une bombe. Donc on va, pareil, on ne va pas dire cette personne-là, on va dire attention, il y a des trajectoires qui mettent des personnes dans des situations où psychologiquement, ils ne sont pas stables. Et on va chercher cette instabilité. Donc ça, c'est à l'état de recherche. C'est assez récent et on fait très attention. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on a défini des trajectoires, c'est comment on les recherche, comment on les identifie. Enfin, il y a tout cette problématique. On en est loin encore de faire du profilage pur, automatique, sur des données. Ça reste encore des profilers humains à qui on apporte la donnée. Et l'enjeu est de trouver cette donnée pour arriver à notre résultat. C'est exactement la même manière dans le prédictif. Pour prédire, les assureurs le savent bien, surtout qu'ils utilisent des méthodes un petit peu ancestrales, il faut connaître le passé. Ce sont des gens qui se basent sur le passé pour prédire l'avenir. Donc ça, c'est le premier point. Donc sur une approche standard, si je n'ai pas de passé, je ne peux pas prédire l'avenir. Ce qui explique la grosse difficulté aujourd'hui des assureurs de couvrir le risque cyber. Ça va tellement vite qu'il n'y a pas assez de passé. Donc là, ils essayent. Je vous prends un autre cas où le prédictif, on voit que ça marche. Il faut quand même des cas idéaux pour que ça se mette en place facilement. C'est le cas de la SNCF. Vous avez tous entendu parler de maintenance prédictive. Aujourd'hui, l'image de la SNCF, on ne va pas dire qu'elle a mis en évidence l'efficacité de l'intelligence artificielle pour gérer son prédictif. Pourtant, j'ai participé il y a 15 ans, entre 15 et 20 ans, le temps passe vite, à un des premiers projets de prédictif à la SNCF, justement sur l'entretien des locomotives. Et ce qui était assez intéressant, le premier problème qu'on a eu, c'est la qualité des données, c'est-à-dire que sur l'ensemble des rails, l'applicatif qui permet de récupérer les données des anomalies était très mal conçu et les gens pouvaient mettre n'importe quoi dedans. Donc ils mettaient tout dans le champ commentaire, la date et tout, donc la donnée devenait déstructurée. Et là, on avait un gros problème, c'est qu'on était incapable de faire exploiter ces données sans un travail monstrueux à un algorithme d'IA. Et c'est là où aujourd'hui on aurait peut-être les outils pour aller plus loin. Et je me permets de te redonner la main sur la partie structuration. Oui, tout à fait. Ben, on tombe sur effectivement la situation dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ce champ commentaire à l'intérieur d'une structure représente une information non structurée. Et voilà,
l'intelligence artificielle pourrait potentiellement nous permettre maintenant d'apporter une structure et d'arriver à détecter qu'il s'agit d'un commentaire positif, négatif, d'arriver à dire qu'effectivement la personne parle des rails, parle de l'écartement, parle de l'état des rails, voilà, mettre de la structure derrière ça. Sachant que tout ce dont on parle, cet aspect prédictif, j'avais réalisé, il y a tout cet aspect-là, le mélange de big data, donc une masse de données importante, et d'algorithmes de traitement. Il y a quelqu'un qui en a parlé il y a 70 ans maintenant. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. C'est Isaac Asimov, en fait, dans Fondation, avec sa fameuse science de la psychohistoire, qui, en prenant en compte tous les développements, mouvements sociaux sur les millénaires précédents, a imaginé une science qui permettrait de prédire l'avènement d'une démocratie ou d'une dictature en fonction du contexte actuel et de ce qui s'est passé auparavant. Là, c'est plus ou moins quand même ce qu'on essaye de faire avec l'intelligence économique, de collecter une masse phénoménale d'informations pour arriver à la comprendre, lui donner de la structure, arriver à comprendre quels ont été les mécanismes et les trajectoires à l'intérieur de cette masse d'informations, et puis peut-être anticiper, au regard de ce qui s'est passé, de la situation actuelle, ce qui va se passer un petit peu plus tard. Merci beaucoup Dominique. Alors entendons bien, tout à l'heure, en fait, j'ai mal posé ma question, c'était justement cette structuration et cette qualité des données qui permet peut-être d'aller plus loin. En fait, c'était ça, mais voilà, c'est moi qui ai mal posé la question. On parle justement de prédictif. Je me retourne vers vous à nouveau, Jean-Christophe Noël. Lorsqu'on parle de prédictif, de prédiction, on pense forcément au programme Compass. J'aimerais que vous nous en parliez. Merci. Je ne sais pas si on pense forcément à Compass. Juste peut-être pour revenir, et puis je vais aborder Compass, effectivement, tout ce qui est prédiction. Alors déjà, ça marche aujourd'hui dans tout ce qui est logistique, par exemple avec des moteurs d'avion. On peut commencer à voir comment évolue le moteur d'avion, comment évolue la pression, la température, etc. Quels sont un petit peu les écarts par rapport à quelque chose de normal. Et vous pouvez anticiper leur fonctionnement, et du coup, vous pouvez les réparer plus tôt, et vous pouvez gagner de l'argent. Les compagnies aériennes vont commencer à le faire, Airbus est un spécialiste, et ça marche très 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 bien. Au point de vue humain, vous faisiez allusion peut-être aux détections de mensonges, il y a des choses que les Américains commencent à faire, c'est tout ce qui est détection de PTSD, c'est le syndrome post-traumatique après la guerre. C'est-à-dire des gens, ils interviewent des gens, la caméra est capable de repérer simplement certains signes, certains comportements qui sont annonciateurs d'un PTSD et qui permet de prendre la personne en amont, peut-être d'avoir un traitement psychologique qui est beaucoup plus léger. C'est un gros problème pour les Américains, énormément de gens qui sont revenus dans des conflits du Levant et d'Afghanistan avec vraiment des fêlures et des choses très importantes qui ont souvent conduit au suicide. Donc c'est quelque chose d'important pour eux. Alors après, quand on parle de prédiction, je vais aborder Compass, puis je vais peut-être un peu le remettre en contexte. Compass, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de la DARPA. Qu'est-ce que c'est que la DARPA? Si vous voulez, la DARPA, c'est un organisme américain qui a beaucoup d'argent, qui est chargé de faire de la recherche pure, un petit peu. Alors ça part dans tous les sens, Et puis c'est des Américains, donc souvent faire des choses qui sont assez originales. Et Compass, l'idée, c'est de dire, bon, on s'est fait surprendre en Crimée, on s'est fait surprendre en Ukraine, on ne va pas se faire surprendre une autre fois. Et on va essayer de deviner, dans le cas de conflit hybride, d'abord, est-ce que c'est un conflit hybride et comment ce conflit pourra évoluer. Alors il ne s'agit pas de deviner ce qui va se passer dans le futur, c'est pas tout à fait ça. On ne va pas rajouter des capteurs, on ne va pas rajouter des choses, etc. On va simplement utiliser ce qui existe et on va l'analyser. À partir de là, on va peut-être pouvoir deviner quel sera le pas suivant de l'adversaire dans ce conflit. Par exemple, on a identifié quelques petits hommes gris à certains endroits. Voilà. Si les caméras, etc., remontrent qu'il y a certains petits hommes gris qui en plus ont la même tête à certains endroits, ça peut être quelque chose, un signal qui peut dire qu'il va se passer quelque chose. Si on est dans une certaine phase de la crise et qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se sont déjà produites et qui sont en train de se refaire, ça veut dire qu'effectivement, on est peut-être dans un modèle qui permet de le voir. Alors Compass, c'est en train d'être développé, ils ont mis de l'argent dedans, ça marchera, c'est une des grandes chimères américaines, c'est deviner l'avenir. Mais quand on parle justement de prédiction, il faut bien faire attention à ce dont on parle. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'être assez intelligente, enfin, d'avoir cette sensibilité qui permet de prévenir l'avenir. L'intelligence artificielle, ça marche, comme l'ont bien dit mes deux collègues, ça marche par induction. C'est-à-dire, vous avez un modèle, ce modèle il fonctionne une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, 10 fois. S'il se reproduit,
priori, ça donnera les mêmes conséquences. Donc c'est bien ça. Un exemple. Aujourd'hui, vous avez un logiciel qui s'appelle Libratus. Alors, j'ai parlé d'échecs, on a abordé le Go, on va revenir dessus, le Go c'est fascinant. Qui bat les meilleurs joueurs de poker. Alors là, le poker, c'est les échecs, on voit bien, les règles sont fixes, on n'a pas beaucoup de place pour l'imagination, en tout cas pour imaginer certains. On peut peut-être bluffer, etc., mais c'est la limite. Le poker, c'est complètement autre chose, on est vraiment dans l'humain. C'est un rapport entre les différents joueurs. C'est des rapports de force, c'est des rapports psychologiques, c'est des rapports. Il y en a qui ont des lunettes noires, il y en a qui sourient, il y en a qui ne sourient pas du tout, il y en a qui se cachent, il y en a qui. On voit qu'on est vraiment dans l'humain. Et là, vous avez quelque chose, une intelligence artificielle qui déboule là-dedans, qui est capable de battre tous ces joueurs. Donc il y a eu un tournoi à Pittsburgh, 120 000 $, l'intelligence artificielle, elle a fait un tour à fait, elle a gagné. Comment elle a fait? Elle a regardé les personnes, regarde, tu bluffes pas. Je connais toute la manière de jouer? Pas du tout, c'est très très simple. C'est des calculs. C'est une optimisation des calculs. Comment elle fait? J'ai un certain nombre de jetons. Les adversaires ont un certain nombre de jetons. J'ai 2 cartes avec cette valeur. Les adversaires ont, évidemment, ils ont 2 cartes. Il y a une rivière qui est annoncée. À partir de là, je calcule toutes les différentes probabilités. Ce que va faire l'algorithme, ce qu'il va essayer de faire, ne pas perdre. Donc il va se coucher éventuellement, ou s'il y a une bonne opportunité, il va gagner. Et à force de ne pas perdre, il va gagner rafle la mise. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, est-ce que c'est de la prédiction au sens où nous l'entendons? Certainement pas. Simplement, c'est qu'il y a une puissance de calcul très importante. Il faut savoir en fait qu'il y a bien 3 phénomènes qui ont permis justement de ces nouvelles technologies de se développer. Les data, on en a parlé, les algorithmes qui se sont améliorés, et surtout les puissances de calcul. Puissance de calcul pour exploser, qui permettent de faire quelque chose. D'où, aujourd'hui, un des enjeux stratégiques, ce sera de la science-fiction ou pas, c'est l'ordinateur quantique. Parce que là, ça permettra encore de développer des calculs très très importants. Et voilà, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est une capacité de calcul et de trouver des optimisations qui sont telles qu'elles dépassent largement les possibilités humaines dans certains cas. Et ça permet de faire une différence. Et quand on parle de prédiction, encore une fois, il ne faut pas imaginer une machine en train de deviner ce que vous êtes en train de faire parce qu'elle connaît un petit peu votre passé, etc. Elle sera capable d'anticiper. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas exister. Ça ne veut pas dire que justement, à partir de renseignements, à partir d'un individu, si on est capable de fusionner avec d'autres choses, on ne pourra pas arriver à des choses beaucoup plus prédictives. Mais aujourd'hui, voilà, le 16 mai 2019, on en est un petit peu là. Donc, une fois, ça ne présage pas de l'avenir. Il y a sûrement des choses très intéressantes à faire. En termes de prédiction, ce sont surtout ces calculs et qui permettent de faire des choses très intéressantes. Encore une fois, en tant que militaire, en tant que personnel de sécurité, etc., quand vous avez des ordinateurs, des algorithmes qui sont capables de battre au jeu d'échecs, c'est quelque chose, c'est bien. Quand c'est au jeu de Go, ça devient inquiétant, parce que je parlais, il y a 10 puissance 128 possibilités aux échecs. Au jeu de Go, il y en a 10 puissance 172. 128, 172. Déjà, imaginez un rapport de 1 à 1 milliard, c'est 10 puissance, c'est 1 et c'est 10 puissance 7. Vous voyez, il y a un écart de 42, à peu près 44 entre les deux. Vous imaginez le nombre de possibilités. C'est plus qu'il y a d'atomes dans l'univers. C'est plus qu'il y a d'atomes dans l'univers. Et là, d'un coup, vous avez une machine qui est capable de prendre tout ça en compte et de trouver les meilleurs chemins. Il ne faut pas s'y tromper. Pourquoi la Chine a développé l'intelligence artificielle? C'est quand ils ont vu que simplement les algorithmes étaient capables de gagner au jeu de Go. Pour eux, le jeu de Go, c'était quelque chose dont on ne pourrait pas venir à bout. Et tenez-vous bien, donc AlphaGo a battu le meilleur joueur du monde, qui était coréen, et il a affronté après le meilleur joueur chinois, le 19 ans, etc. Il y a environ 300 millions de Chinois qui ont regardé ça à la télé. 300 millions de Chinois qui ont regardé ça à la télé. Et qui ont vu l'intelligence artificielle battre un humain. C'est un wake-up call pour eux, c'était vraiment ça. Et à partir de ce moment-là, ils ont dit, nous, en 2030, on sera meilleur. Ils ont loupé la révolution industrielle au 19e siècle. Bon, ils sont encore en train de payer les pots cassés. Ils ont dit plus jamais. On ne sera plus jamais dépendant d'un point de vue technologique. Et pour eux, donc, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, vous voyez, je parlais des échecs, je parle du Go d'un coup. C'est quelque chose qui, a priori, semble difficilement, dont on peut difficilement, en tout cas, le maîtriser, c'est possible. Et vous arrivez au poker, donc vous vous dites, bon, bah, finalement, peut-être que la guerre, peut-être que dans la sécurité, etc., il y a des rapports humains qui sont très compliqués, on arrivera à le faire. Encore une fois, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire aujourd'hui, les intelligences artificielles seraient capables de traiter les grandes masses, parce que finalement, les grandes masses sont assez inertes, donc on peut avoir des choses.
elles sont capables de traiter les individus parce qu'on a beaucoup de données dessus. Entre les deux, par exemple, donner une prédiction sur un match de football, vous avez 11 bonhommes avec des caractères très différents qui jouent contre 11 bonhommes, c'est beaucoup plus difficile. Quand est-ce que Mbappé va marquer dans un match? Alors, vous avez plein de data, c'est que si Mbappé est au point de pénalty sur le pied droit, avec le vent comme ça, etc., il y a 95% de chances qu'il marque. Si c'est à Lyon, en plus, il y aura encore plus de chances. Mais voilà, je suis fan du PSG, excusez-moi. Mais voilà. Mais voilà, quand vous êtes dans des interactions 11 contre 11, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que justement, ces interactions humaines avec le cerveau humain, c'est quelque chose de difficile. C'est peut-être là où il y a des enjeux qui sont plus importants. Encore une fois, quand on voit le parcours qui a été fait, un chemin qui est accompli par l'intelligence artificielle, c'est normal qu'on soit en tout cas assez impressionné et qu'on se dise qu'il y a vraiment des possibilités très intéressantes que ces deux messieurs nous montrent un petit peu. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, vous l'avez bien résumé, data, algorithme, calcul. Voilà, c'est la combinaison complète. Ça a l'air simple. La recette, voilà, ça a l'air simple, mais en même temps avec de sacrés enjeux, puisque, comme vous l'avez dit, c'est une sorte d'arme d'influence aujourd'hui, quelque part. Pour conclure, peut-on justement faire confiance à l'intelligence artificielle? N'est-il pas un risque de perte de contrôle? Ça a été une question qui a été posée à Alain Juillet ce matin. Eh bien, messieurs, je vais vous demander de répondre chacun à votre tour. Je commence. Oui, bah, c'est vraiment une question de limite. Moi je voudrais, pour illustrer effectivement ça, prendre un autre exemple d'un échec de l'intelligence artificielle, mais qui est quand même un échec moi, qui me stupéfie complètement. C'est il y a quelques mois, en fait, c'est un algorithme d'IBM qui a participé, alors je ne savais pas du tout que ça existait, qui a participé à un championnat de débat. Je ne savais pas que ça existait. Le championnat de débat, ça se passe comme ça. En fait, il y a deux débatteurs. Il y a un sujet qui est tiré au sort, et puis il y en a un qui doit être pour, l'autre qui doit être contre, et chacun fait son argumentaire. Et en fait, on mesure les opinions dans la salle avant le débat, et puis on mesure les opinions dans la salle après le débat, et puis celui qui en a convaincu le plus, eh ben, il est gagné. Et donc, le sujet qui a été tiré au sort, ça a été quelque chose comme pour ou contre subventionner lourdement l'école primaire. Voilà, et c'est tiré au sort. Hein. Et donc, il y avait un humain et l'algorithme d'IBM. Et ben, l'algorithme d'IBM a réussi à parler, à argumenter pendant 10 minutes sur le sujet. À partir d'une base de données constituée en amont, puisque c'était offline. Donc ça veut dire qu'ils avaient collecté une masse d'informations sur tous les sujets possibles, parce que le sujet était tiré au sort aussi. Et la machine, quand même, a réussi à argumenter. Alors, elle n'a pas convaincu, c'est l'humain qui a gagné. Après, c'est peut-être aussi pour des raisons d'empathie, hein, parce que c'est un humain qui parle, etc., etc. Mais quand même, la performance technique d'avoir un algorithme qui est capable d'argumenter sur un sujet, de construire un raisonnement, de présenter des chiffres, etc., dans un raisonnement logique, c'est quelque chose que je trouve absolument incroyable. Et pour moi, c'est effectivement la place que doit occuper l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ne pas décider s'il faut subventionner plus lourdement l'école primaire ou pas, mais fournir tous les arguments, donner le pour, donner le contre, parce qu'elle aura toutes les données pour pouvoir le faire, donc présenter l'argumentaire, on va dire, mais effectivement derrière laisser la décision à l'humain. C'est une question de limite, on peut difficilement y répondre, hein, mais c'est une question de limite qui doit être donnée et mise par les concepteurs, c'est-à-dire ne pas laisser les commandes. Mettre la limite à on demande son avis, on demande les faits, on demande les données, et puis à partir de ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui décide. Voilà, ça va être une décision humaine, effectivement, à un moment donné, de mettre la limite au bon endroit. Voilà, moi sinon, j'ai pas la réponse. Effectivement, il faut avoir peur, c'est à nous de faire en sorte que ça reste dans des limites contrôlées. Contrôlées par l'humain, parce que ça reste un outil. Tout à fait. Alors, je vais essayer de répondre en deux points si j'y arrive. La première, c'est pour répondre à cette peur de l'humain totalement soumis, privé de ses libertés. Il y a Simons, encore un auteur de science-fiction, qui décrit une civilisation dans Ilium, que je vous invite à lire, qui est une œuvre magnifique. Il décrit une civilisation qui est hyper industrialisée. Donc le problème, c'est pas forcément l'intelligence artificielle, la cible. Depuis le début de notre histoire, on construit des outils pour en faire le moins possible. Si on pousse le trait jusqu'au bout, on ne fait plus rien. L'IA va nous aider, c'est un outil. Effectivement, ça démontre que c'est un outil. Donc c'est un monde où il y a des IA et les gens n'ont plus rien à faire. Et forcément, il
il y a des conséquences, donc il projette ce système et on voit les conséquences potentielles d'une soumission complète à la technologie. Aux technologies, je mets des pluriels pour sortir de cette IA englobant qui fait tout, et bien des IA, des outils. Ensuite, est-ce que c'est un danger? Si vous regardez un petit peu l'histoire des sciences, tout a été un danger au moment de son apparition, surtout en France, pour reprendre les propos d'Alain Juillet. Donc oui, il faut s'en méfier, mais il faut s'en méfier méthodologiquement pour s'interroger et pour se forcer à comprendre. L'enjeu, c'est la compréhension pour maîtriser. Effectivement, essayer de regarder un tsunami, essayer de lutter contre le tsunami en disant « cette vague est dangereuse », on va se la prendre. Donc c'est comment elle est née, qu'est-ce qui va se produire quand la vague elle arrive et comment je gère. Donc non, en soi, l'IA n'est pas dangereuse, c'est un outil comme une fourchette. Une fourchette, c'est un outil, ça sert à manger, mais ça peut servir à plein d'autres fins qui ne sont nettement moins constructives que de manger. Merci beaucoup. Jean-Christophe, vous avez un petit peu commencé à évoquer ce sujet tout à l'heure, mais peut-on la maîtriser quand même aujourd'hui? Merci. Il y a une nouvelle aussi de Paul Mathewson qui est un peu dans ce sens-là, qui est fascinante, avec une IA en fait, qui n'a pas besoin de prendre le contrôle parce que c'est des hommes qui lui donnent le contrôle. Il y a plein de conséquences derrière. Les limites de l'IA. Bon, il y a déjà des limites techniques aujourd'hui qui sont évidentes. Je parlais de l'amélioration des algorithmes. C'est vrai qu'ils ont aussi des défauts. Reconnaissance d'images. Un algorithme. Alors, déjà, on parle des voitures autonomes. Prenez un sens interdit. Évidemment, c'est bien que la voiture reconnaisse plutôt les sens interdits. Puis là, vous avez quelqu'un qui met un autocollant sur le sens interdit. Les algorithmes qui reprennent ça pour une limitation de vitesse. Donc ils vont prendre, donc ils vont rentrer dans une voiture à 50 à l'heure, certes, et ils vont quand même rentrer dans la voiture. Reconnaissance d'image. Une image, ça reconnaissait, c'était un panda. Dans 58% des cas, l'algorithme reconnaissait le panda. Vous modifiez 0,04% du pixel. 0,04, c'est pas grand-chose. L'algorithme, dans 99% des cas, l'interprète comme un gibbon. Panda, gibbon, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, vous voyez bien que déjà, ces algorithmes ne sont pas, malgré tout, ont quelque chose. Les biais, très important les biais. On parle des données. Donc les algorithmes, c'est comme un enfant en fait, une intelligence artificielle. Vous allez la nourrir à travers des données. Mais les données, elles ne sont pas neutres. C'est vous qui les choisissez, c'est vous qui les évoquez. Vous allez choisir à partir de vos propres biais, même inconsciemment. Donc vous allez élever votre IA un petit peu comme vous êtes. Parfois, ça cause des problèmes. On se sont aperçus qu'il y avait des tas de programmes qui avaient tendance à ne pas avoir les mêmes valeurs, mais en tout cas avoir les mêmes choix qu'un homme blanc, éduqué, habitant plutôt du côté des États-Unis, plutôt que d'autres choses. Voilà, il faut le savoir. Donc ces biais, ça veut dire que déjà ces IA sont culturelles, malgré tout. Si on peut penser dans un avenir lointain des affrontements d'IA, c'est parce que c'est aussi des affrontements culturels. La perte de contrôle, plusieurs cas. Et ça me fera déboucher sur quelque chose qui est essentiel. Premier cas, on parle des voitures autonomes. Vous avez déjà les voitures autonomes qui sont en train de rouler sur les routes américaines. Je discutais pareil avec un Américain, j'ai échangé avec des Américains là-dessus, ils me disaient « Ah non, mais dans 3-4 ans, c'est parti. Il y aura des camions qui rouleront, qui traverseront les États-Unis et qui sont complètement autonomes. » Vous avez une personne qui roulait tranquillement sur une route aux États-Unis, qui avait décidé, de toute façon, comme c'était autonome et que ça fonctionnait bien, il allait écouter de la poétrie et puis lire un bouquin plutôt que de surveiller le truc. Il y avait un croisement, il y a un tracteur avec une remorque blanche qui est passé à ce moment-là. Pas de chance, reflet du soleil, le truc brille, l'IA l'a interprété comme quelque chose qui ressemblait à du soleil, etc. Donc ça n'avait pas d'intérêt. Donc le gars avec son véhicule est parti droit dans la remorque, il est mort. Pas de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, d'un point de vue militaire, c'est quelque chose qu'on connaît justement quand vous faites trop confiance à la machine. Un exemple, 2003, vous avez un tir de batterie solaire américaine sur des avions alliés. Première fois sur un tornado britannique, le tornado est abattu, 2 tués. Alors pourquoi ça marchait? C'était le Patriot à l'époque, c'était un IA qui fonctionnait, on va dire les algorithmes. Et c'était plutôt orienté sur tout ce qui était missile, qui venait missiles nucléaires, donc plutôt en altitude, avec des critères d'interception qui étaient finalement assez simples.
Là, c'est évoluer en basse altitude, c'est beaucoup plus compliqué, mais elle a pris les mêmes, elle a vu quelque chose d'arriver qui ne n'est pas tout à fait aux critères. Boum, c'est parti. Bon, les Américains se sont dit, on va faire attention, et le chef de batterie, il a dit, bon, ce qu'on va faire, on va continuer quand même à laisser tout ce qu'on va dire séquence d'engagement fonctionner, mais la séquence de tir, on la coupe, c'est moi qui l'ordonnerai. C'est parce que jamais comme ça dans la vie. Donc qu'est-ce qui arrive un jour? Un autre avion arrive, c'est un F-18, un Navy, qui c'est pareil, ils ne savent pas si c'est un Scud, ils ne savent pas si c'est un 18, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Et donc le chef de batterie dit, bon, préparez-vous, préparez-vous. Voilà, je vais savoir, je peux dire non, je vais être prêt. Qu'est-ce qu'a compris l'opérateur? La brancher. Donc on est à la fois dans l'incommunicabilité, on est dans aussi une incompréhension de comment fonctionne la machine, dans l'incompréhension des algorithmes, etc. Il a branché, là le chef de batterie a laissé ici partir tout seul. Dans les 18, un mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être face à des algorithmes, ça veut dire que c'est des intelligences artificielles, ça ne va pas forcément être oise. Ça ne va pas forcément être des intelligences artificielles, quand vous appuyez dessus, vous mettez, ça fonctionne et puis tout va bien. Et c'est là où en fait où est le danger. Alors, premier enseignement, c'est que vous va être face à des intelligences artificielles pour lesquelles il va falloir avoir certains comportements. Il y a une matière qui va être essentielle dans l'avenir, c'est ce qu'on appelle le man-machine teaming, c'est comment l'homme et la machine vont travailler ensemble. Alors c'est fascinant, hein, comment l'homme et la machine vont travailler ensemble. Est-ce qu'on veut une machine soumise? Il y a des modèles. Est-ce qu'on veut une machine au contraire complètement libre? C'est le modèle d'un robot en pantalon de cuir avec des lunettes noires qui se promène dans Los Angeles et qui sonne à toutes les maisons, des Sarah Connor. Est-ce qu'on veut quelque chose où on profite du meilleur de chaque? Très compliqué. Mais c'est peut-être ce qui est l'avenir de demain. Et pour terminer, c'est juste un peu du food for thought, mais c'est quelque chose que je trouve amusant. On parle d'IA. Bon, comme vous dites, l'intelligence artificielle, il faut pas, c'est pas le décider bien, c'est pas le décider. Encore une fois, je prends Oise, parce que vous avez utilisé Oise, vous êtes dans la région parisienne, il y a des bouchons tout le temps. Donc Oise, vous branchez Oise, je suis là, je vais aller là, quel est le meilleur chemin? Ça fonctionne. Je vous dis, écoutez, si vous prenez ce chemin-là, en 45 minutes, vous y êtes. Si vous allez par là, c'est en 1 an, vous n'y êtes pas. La première fois, bon, vous regardez. La deuxième fois, ça fonctionne bien. La troisième fois, c'est même pas ça réflexe. Le GPS, aujourd'hui. Imaginez qu'on arrive un jour, on n'en est pas là. Une intelligence artificielle qui soit capable de faire une prédiction stratégique. Ça fonctionne 1 fois. Ça fonctionne 2 fois. Ça fonctionne 3 fois. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez vraiment que le libre arbitre de l'homme politique va agir? Un exemple, vous êtes nord-coréen, vous êtes en 2017, un président américain qui vous met la pression. Vous mettez tellement la pression que vous envoyez des gens à Washington pour demander c'est qui ce gars-là, vous pouvez nous expliquer. Donc des nord-coréens qui sont allés dans les think tanks américains, c'est quoi ça? Et là vous avez l'intelligence artificielle qui fonctionne bien. Et il lui dit, un petit peu comme la sorcière avec Blanche-Neige, intelligence artificielle, quelle est la meilleure solution pour que finalement le président, par exemple, n'attaque pas? Il lui explique que 93% des cas, si Trump venait à disparaître, c'est son vice-président qui passe, et les choses pourraient aller beaucoup mieux. Vous êtes qui, vous faites quoi? C'est terminé. Merci beaucoup. On va terminer sur cette question et cette réflexion. Donc, pendant le déjeuner, vous allez réfléchir à ceci. Vous nous apporterez votre réponse après déjeuner, juste avant l'intervention de Monsieur Lagadec. Non, très belle plaisanterie. Avant de vous laisser partir déjeuner, je crois que nous avons encore 10-15 minutes pour des questions. Bonjour. En fait, j'aurais 2 questions qui sont des questions et un petit peu des réflexions. La première, tout d'abord, par rapport à l'intelligence artificielle et à la question de la limite. En fait, il n'y a pas de question de limite. La seule vraie question aujourd'hui, c'est de trouver la personne qui est capable de traduire en termes mathématiques, sous forme de formule, en fait, un questionnement ou éventuellement une prédiction ou un événement qu'on souhaite prévoir. Et la deuxième réflexion, vous avez parlé effectivement du processus de décision, de ces exemples où c'est toujours un peu triste d'utiliser
finalement une machine extrêmement puissante pour faire du calcul de probabilité, mais c'est ce qu'on fait avec le Go, avec le poker, etc. Sachant bien sûr que l'humain étant irrationnel, il y a toujours un facteur émotionnel qui va s'impliquer et qui va arriver à perturber le processus de décision. Alors c'est très compliqué bien sûr de faire apprendre à la machine à réagir émotionnellement. En revanche, il y a une chose qu'on peut faire, et je reprendrai aussi l'exemple qu'a utilisé le gouvernement britannique. On ne peut pas nécessairement apprendre à la machine à fonctionner d'un point de vue émotionnel, mais on peut lui apprendre à anticiper les réactions émotionnelles. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez par exemple sur de l'analyse de réactions, deux événements récents, qui moi je trouve ont été très marquants au niveau de l'ampleur des réactions qui ont dépassé de très loin ce qu'on avait l'habitude de voir, Notre-Dame, et bien sûr ce qui s'est passé pour le commando Uber. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on est capable de mettre en place des logiciels, des systèmes pour analyser les réactions émotionnelles, pour commencer un petit peu à anticiper sur ce que sera une possible réaction d'un État ou d'une population par rapport à un événement? Alors, Nicolas, si vous souhaitez répondre, je vais vous laisser répondre, tout en sachant que je me permets quand même juste avant, ça va justement être une des thématiques de cet après-midi. Donc, je ne sais pas si vous restez cet après-midi, mais nous allons évoquer ceci. Mais par contre, bien volontiers, si vous souhaitez répondre en partie à cette question. Je vais répondre avec beaucoup de distance parce que effectivement, ce ne sont pas aujourd'hui nos supports de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, je me pose la question de qui aurait ce besoin de prédire, et ça, il faut qu'on ait une demande de la personne que ça intéresse. Et là, effectivement, il y a une problématique de surveillance prédictive. Et là, on rentre dans un autre secteur. Donc c'est pour ça que ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous ne travaillons pas sur ces sujets, parce que je vois qu'un État qui est encore le ministère de l'Intérieur, c'est quand même très intérieur, mais ça peut être un élément de déstabilisation d'un État, donc c'est là où ça peut être analysé et utilisé comme une arme ensuite. Mais je ne vois pas aujourd'hui de sujet de prévoir la réaction d'événements qui sont non prévisibles. Parce que, il y a des choses qui sont non prévisibles quand même, je vais vous rassurer, on ne peut pas tout prévoir. Le premier élément, je vous dis au début, c'est les données. Si on n'a rien, qu'est-ce qui va tomber du ciel demain, c'est difficile de le prévoir. Donc, faut pas... Et je voulais juste faire un petit rappel aussi pour rassurer sur les IA, j'en profite. Il a bien été pris conscience qu'il y avait un besoin de contrôle des IA. Ça a bien été identifié. Au niveau européen, il y a des grosses sessions de travail. Et le premier enjeu, c'est de normaliser la définition des IA pour pouvoir faire passer des algorithmes de contrôle des IA. Donc on risque, une fois que c'est normalisé, d'utiliser des IA pour valider le comportement des IA. C'est une cible. Ça devrait pas mal marcher, mais avant, il y a toute une démarche de normalisation. On prépare avec le J4, il y a le comité Villani qui travaille dessus, ça remonte au niveau européen. Donc il y a une vraie démarche de contrôle, parce que la première des erreurs des IA, c'est peut-être l'homme. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est pareil, c'est pas vraiment notre terrain de jeu non plus, mais je dirais que les grands principes s'appliquent également sur ces sujets-là. Je dirais que sur un événement ponctuel comme celui-ci, il n'y a pas vraiment besoin d'intelligence artificielle, parce que je pense qu'on sait que quand il se passe quelque chose comme avec le commando Uber, voilà, il y a pas mal de gens qui vont être capables de prédire qu'il va y avoir une vague d'émotion, de solidarité, etc., etc. Là où l'intelligence artificielle va peut-être pouvoir intervenir, c'est sur des événements plus complexes, avec plus de ramifications, et là on va être plus sur de l'identification, de ce qu'on appelle l'identification de pattern, c'est-à-dire qu'un ensemble d'événements, de données qui vont être quantifiables, mesurables, etc., on sait que habituellement ça génère tels effets, etc., etc. Voilà, c'est peut-être là que les intelligences artificielles vont pouvoir apporter quelque chose pour faire la relation et l'induction d'événements multiples et identifier effectivement un schéma qui s'est déjà produit et indiquer quelles ont été les conséquences en général d'un tel schéma. Juste un ajout qui n'est pas technique pour le coup, mais il faut bien comprendre, alors, l'IA, est-ce que c'est de l'intelligence d'abord? Je ne sais pas. Donc, de toute façon, ce ne sera pas la même chose que l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, aujourd'hui,
qu'on est plutôt spinozien que descartien, c'est-à-dire c'est plus du conatus. C'est en fait, les décisions sont prises à la fois par le cerveau, mais aussi par le corps. Donc c'est un ensemble. C'est quelque chose qui se complète et qui permet de... C'est une bonne chose. Je reprends un exemple de Kim, mais en 1962, pourquoi la crise nucléaire s'arrête? C'est parce qu'à un moment, vous avez simplement deux chefs d'État qui sont des êtres humains, qui disent, mais si on pousse au bout, c'est l'apocalypse. Et à un moment, je veux dire, voilà, ce n'est pas l'intelligence rationnelle, parce que peut-être que rationnellement, si les Américains avaient frappé les premiers, comme le docteur Folamo, etc., peut-être que finalement, ils auraient pu vaincre l'Union soviétique, à quel prix sûrement très élevé, mais peut-être que ça aurait pu fonctionner. Alors là, non, il y a quelque chose qui est en train de se mêler, qui est une intelligence d'un autre domaine et qui permet justement de réagir en tant qu'être humain. Donc voilà. Et il faut savoir, je ne pense pas que l'intelligence artificielle, de toute façon, on devra le dire, c'est ça ou c'est ça, donnera plutôt une probabilité. Donc, ça sera toujours à l'homme de décider. Et il y a une interview du président Macron qui était très intéressante dans la revue Wire, qui date d'à peu près 1 an et qui disait, ok, je peux admettre que l'intelligence artificielle soit un formidable outil, c'est quelque chose qui m'aidera à décider. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'à la fin des fins, ça sera ma responsabilité. Ça sera, de toute façon, ça sera vers moi qu'on se tournera pour décider, pour choisir, etc. Donc, voilà, c'est la bonne nouvelle, je dirais, l'homme reste toujours là, même si ça sera deux intelligences, enfin, en tout cas deux modes de raisonnement complètement différents qui pourront complémenter. Donc la décision finale reste humaine. On en rediscutera cet après-midi parce qu'il y aura un débat, je sais, sur ce sujet justement, mais pour l'instant, c'est un petit peu... voilà. Une dernière question? Bonjour, merci pour vos présentations. Et pour compléter un peu ce que disait M. Appel, peut-être l'intérêt, c'est la stratégie d'influence. Si on sait quelle va être la réaction à un événement, ça peut nous influencer pour savoir si on doit le provoquer ou non. Et ma question, c'était est-ce que l'intelligence artificielle ne proroge pas les biais humains, notamment par exemple ce qui a été testé pour un processus de recrutement, ou dans une entreprise d'IT qui a un milieu assez masculin, l'intelligence artificielle, avec les données qu'on lui a données, sur un CV qu'on anonymisait, en fait, si on mettait un nom d'homme ou de femme, et elle recrutait l'homme, puisqu'il y avait plus d'hommes dans la boîte, donc elle en avait déduit qu'être un homme, c'était une qualité, contrairement à... Vous avez très bien vu, c'est pour ça que l'IA, elle est conçue par un humain, c'est l'humain qui fait son apprentissage, donc si on n'a pas des normes qualitatives sur cette phase-là, on produira des IA qui ne vont pas répondre à ce qu'on attend. Mais effectivement, c'est un des gros enjeux. On ne fait pas un apprentissage. On doit faire, quand on est sur de l'IA avec apprentissage, on revient à des systèmes qui existaient dans les années 90, qui s'appelaient les systèmes experts. On met des experts autour d'une table, ils posent leur savoir, la machine le prend, elle compose et elle applique. Alors, l'IA va un peu plus loin que les systèmes experts, même s'il y avait des systèmes experts apprenants historiquement. Mais si on ne mettait pas des experts, ça marchait, ça faisait n'importe quoi. Et il faut des contrôles de données, c'est-à-dire qu'il y a des normes, il faut qu'on décrive des algorithmes qui vont valider que, comme en statistique, il y a des règles, il y a des théorèmes de traitement de données qui indiquent que si on veut avoir une chance que ça ait du sens, il faut respecter certaines règles. Bon, je rien. Oui, peut-être juste sur l'influence, il faut savoir que finalement, avant c'était souvent des stratégies de coercition, de menaces, etc. qui étaient appliquées. Alors là, on a un outil, ce sont plutôt des stratégies, on va dire, de séduction, qui font que l'homme aujourd'hui est complètement accro à cette machine, ou à ces programmes, ou à autre chose. Facebook, je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui en tout cas procure une satisfaction aux gens, et qui a envie de le développer, et c'est pour ça qu'ils sont de plus en plus expansifs. On est passé à une espèce d'autre paradigme où avant on utilisait les gens en essayant de les menacer. Ah non, on va au contraire dire mais qu'est-ce qui vous plaît? Ça me plaît. Attendez, je vais vous le donner. Alors en échange, vous me donnez plein de choses, de manière inconsciente. Et là, je discutais avec un responsable qui m'a donné une belle image. Il dit aujourd'hui on est des métayers. C'est en fait, vous arrivez, toutes ces plateformes, les GAFA, etc. Vous offrent l'infrastructure, puis vous venez à cultiver tout ça,
vous n'êtes pas payé, vous allez donner, donc vous allez cultiver un petit peu le terrain, etc. Vous n'êtes pas payé, vous avez un peu des serres, puis s'ils n'ont plus envie de vous, ils vous jettent, c'est plus rien. Et vous êtes complètement, vous avez besoin de cette infrastructure en fait pour grandir, pour vous épanouir, ça devient complètement. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous êtes, on est tout un troupeau de métayers, donc ces GAFA ont utilisé certaines caractéristiques pour refaire de l'argent, du profit, etc. Si c'est d'autres gens qui ont d'autres intérêts, qui recherchent d'autres buts, que ça sera très bien d'autres buts. Et il me semble qu'il y a une espèce de changement de paradigme, on passe de cette espèce de contrainte, en tout cas de menace, à une sorte de séduction. C'est là où l'influence peut être très gênante. Une toute dernière question. Bonjour, j'avais juste une question sur la fiabilité et la confiance dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on semble déjà dépassé par, au niveau des algorithmes sur les réseaux neuronaux, par la façon dont l'intelligence artificielle raisonne. Et il me semble qu'on en est presque à se dire, on ne cherche même plus à comprendre comment ça fonctionne, mais plutôt à s'assurer que le résultat est bon. Est-ce que c'est juste, ou est-ce qu'on est quand même à essayer de contrôler le raisonnement de la machine? Alors, c'est ça qui j'adore cette. Merci, ça pourra, je vais m'amuser un petit peu. Comme on l'a dit, les IA puissantes, tout ce qui est deep learning, les réseaux de neurones, c'est pas exactement la même intelligence que l'humain. Donc déjà, si on cherche à plonger dans qu'un humain cherche à rentrer dans la complexité des neurones, il n'est pas bien calé. Et en fait, c'est pas moi, je ne sais pas de qui c'est, mais quelqu'un a dit il y a 3 phases dans la compréhension de l'IA. La première, c'est je comprends rien. La seconde, c'est j'ai tout compris. Et la troisième, c'est en fait je comprends rien. Et là, c'est l'état de maturité. Peut-être rajouter un petit quelque chose avec un petit exemple. Suite à la tragédie en Nouvelle-Zélande de Christchurch, je pense que Facebook a modifié complètement son algorithme de contrôle automatique des images et des photos qui sont postées sur le réseau. Et je pense que les personnes, voilà, a priori, ils sont relativement compétents, ils ont pas mal de monde qui bosse sur l'intelligence artificielle, dont des personnes qui ont pas mal d'expérience. Ils ont fait des modifications à leur algorithme. Je pense qu'ils étaient assez confiants quand même, hein, parce qu'on peut imaginer qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi au petit bonheur la chance. Et ben pendant une quinzaine de jours, quelque chose comme ça, il y a plein de personnes, et je sais, j'en fais partie, qui se sont fait bannir plusieurs jours avec interdiction absolue de poster quoi que ce soit sur Facebook pour avoir posté quelque chose qui ne respectait pas les règles, etc. Pour avoir posté des photos de paysages, une photo un portrait de leur enfant, etc. Donc quelque chose qui ne marchait plus du tout, avec apparemment pas de lien logique. Donc voilà, la confiance qu'on peut avoir dans la compréhension des personnes qui développent ces processus d'intelligence artificielle, au final, voilà, comme vous le disiez, le résultat c'est est-ce que ça marche bien ou pas. Visiblement ça ne marchait pas, donc ils ont dû apporter des corrections ou même tout enlever. Mais voilà, les 3 phases me paraissent assez pertinentes et elles se confirment dans la réalité. Je vous parlais dans ce sens-là, effectivement, il y a un effet boîte noire. Vous mettez quelque chose à l'entrée, ça ressort. Encore une fois, vous vous habituez à ce que ça fonctionne, vous vous dites c'est bien. Et je crois qu'il y a quand même possibilité de savoir comment la machine a géré ça, mais c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, là, c'est aucun interopérationnel, vous revenez derrière, etc. Et juste un exemple encore pour expliquer que c'est une intelligence qui est différente. Lors de la partie de Go, entre AlphaGo et Icedol, deuxième partie, la machine propose un mouvement. Et là, on a alors la compréhension complète du champion du monde. Il ne comprend pas. Il se lève. Pendant 15 minutes, il va sortir du jeu, il va dire votre truc ne fonctionne pas. On avait fait Kasparov. Votre truc ne fonctionne pas, c'est pas possible. 15 minutes. Alors bon, il lui donne de l'air, il va boire un coup, etc. Voici, et puis on maintient. Il y a une chance sur 10 000 pour qu'un être humain joue ce coup. Une chance sur 10 000. Ce coup va lui permettre à la machine de gagner. Ce coup va permettre à la machine de gagner. C'est quelque chose qui, cognitivement pour un humain, est impensable. La machine, elle le fait. Parce que la machine intelligente, non. Elle est méchante, la machine. Elle dit de faire ça, fait ça, calcule, c'est intelligente. Mais à la fin, elle se limite. Bon. On a une autre intelligence, quelque chose qui fonctionne autrement. Encore une fois, ça peut faire peur, ça peut faire plaisir,
Alors comment on l'utilise nous? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est pas l'ingénieur qui va vous le dire, c'est pas le politique qui va vous le dire, c'est des gens qui viennent de différents domaines, avec différentes sensibilités, qui vont peut-être dire justement, ça serait bien qu'on ait quelque chose comme ça. En tout cas, à mon avis, c'est vraiment des enjeux de demain. Et on est face à quelque chose qui va nous permettre de faire d'autres choses, sûrement mieux. Et voilà, vous êtes jeune, vous avez 20 ans, c'est fascinant, parce qu'il s'ouvre devant vous, il y a des choses à prendre en compte. Et essayer de les appréhender du mieux possible. Merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être terminer là. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous trois d'être intervenus ce matin sur ce sujet. Merci à vous, participants. Merci aux personnes qui ont posé ces questions, qui ont permis d'aller plus loin dans les débats. Nous allons arrêter ici les débats de ce matin pour un buffet déjeunatoire, si je ne m'abuse. C'est donc... et nous nous retrouvons... Oui, je laisse Thomas dire un mot par rapport à ce buffet. Très bien, merci Virginie. Effectivement, nous avons...